Il s'est passé quelque chose d'assez rare récemment, mais complètement inaperçu, c'est la démission d'un certain Rémi Aron qui dirigeait la Maison des artistes à Paris, un organisme qui gère notamment leur sécurité sociale. Le type est parti écœuré par le stalinisme artistique français. Celui qui m'en a parlé est un 68ard qui vivote chez nous sur les marchés dans la région de Campagnole en vendant des sculptures en inox, assez décoratives d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai connu ces quelques homologues ici dans la région. Ce sont tous des artistes, hein, indiscutablement, c'est-à-dire qui réalisent des vraies œuvres et qui sont obligés pour vivre de rester à cheval depuis 30 ans sur ce qu'ils appellent la déco, qui, oui, heureusement pour nous, nous sommes dans un pays où il n'y a pas très loin il y a des plages, des villes, des touristes, des monuments, et donc bon an mal an, ces artistes locaux arrivent à vivre de ce qu'ils font à condition de consentir à n'être considérés que comme des gens qui font de jolies choses, c'est-à-dire dans l'opinion officielle, des artistes au rabais. Mais ce que je voudrais illustrer ici, c'est que ces artistes au rabais sont avant tout des artistes qu'on a rabaissés. Et pourquoi les a-t-on rabaissés? Dans un tiers des cas, ils n'avaient pas de talent, ça arrive. Les gens qui se surestiment en peinture ou en sculpture, ça existe aussi. Mais même si c'était les deux tiers, même s'il n'y avait qu'un tiers d'artistes remarquables qu'on a rabaissés pour faire passer le rat pour un art au rabais, eh bien c'est un tiers de trop et c'est un tiers qui réclame justice. Et vous allez vous demander pourquoi on les rabaisse? Eh bien par jalousie tout simplement. Il y a des gens doués qui ont hérité un certain génie dans la conception des formes, qui ont aussi un savoir-faire, et ceux-là sont horriblement jalousés par les minables qui ne savent pas dessiner. Et ils sont la majorité dans les écoles d'art. Comment le savez-vous, allez-vous me dire? J'ai fait les Beaux-Arts à Paris, figurez-vous, il y a 40 ans, et il suffisait de regarder ce que faisaient mes voisins d'atelier. La plupart étaient nuls, mais ils ont fait carrière. Ceux qui savaient dessiner ont fait carrière, mais ailleurs, comme moi par exemple, ou surtout comme mes voisins en sculpture qui faisaient du Rodin et qui s'appelaient Las Palais et Chevalier. Je vous résume en quelques mots le contexte de la suite. L'affreux Jack Lang, dans les années 80, trouve un système épatant. Il fait financer la création par les instances locales, mais il forme des mercenaires qui doivent décréter de Paris où est le beau et où est le bien. Ce qui veut dire que si vous êtes un artiste et qui a énormément plu au Conseil général, ben vous n'avez aucune chance de vous faire financer si des inspecteurs parisiens n'ont pas décidé que vous voliez le coup et que la région pouvait vous aider. Or, ces inspecteurs et ces spécialistes ont l'œil rivé sur les gens qui vendent des tableaux à Brooklyn ou à Londres dans les années 80, puis sur les gens qui peignent des baskets à la bombe argent pour les réunir dans un aquarium dans les années 90, puis sur des gens qui font 3 coups de crayon au bas d'une toile et qui vous expliquent qu'il aurait pu y avoir une œuvre mais qu'on se contentera de la démarche. Ça, c'est dans les années 2000. Mais le coup le plus fumant consiste à avoir créé une sorte de fraternité de ces artistes-là, subventionnés par l'État, c'est-à-dire par vous, qui m'écoutez, vous qui payez les impôts. Pour ces travaux conceptuels, tous ces gens se réunissent dans des centres d'art contemporain, ils ont créé un label professionnel entre eux, et donc ils font dans le corporatisme le plus odieux pour défendre cet art qui n'est pas un travail mais en fait un blabla, cet art qui consiste à détourner les objets, cet art dont le peuple dit qu'il s'agit, pour reprendre la formulation la plus directe et la plus fréquente, d'un art à la con. Et parallèlement, nos spécialistes ont créé aussi un label pour les professeurs, qui est un peu l'équivalent de la carte du Parti communiste à Moscou en 1947. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez aucun avenir. Encore pire, pour dissuader les acheteurs, les mécènes, ceux qui trouvent ça bien d'acheter un art qu'il est interdit de trouver bien, ils ont inventé un vocabulaire. Par exemple, ils vous disent qu'une œuvre n'est pas pertinente. Encore mieux, ce système totalitaire avait eu pour effet de rejeter les gens, vous et moi, vers les musées traditionnels. Ils allaient donc au musée Fabre de Montpellier ou au musée des Beaux-Arts de Besançon pour se consoler, pour échapper à ce cirque. Eh ben, les musées traditionnels, désormais, sont intimidés par le ministère de la Culture pour se laisser infecter par l'art à la con. C'est la version artistique de la diversité obligatoire. On leur colle de force des trucs avec du placo-plâtre, c'est obligatoire. Avec quel argent? Le vôtre. Combien de temps ça va durer? Le temps que vous voudrez, hein, jusqu'à ce que vous disiez ça suffit, puisque c'est vous qui payez. Si vous voulez inviter des amis à dire ça, ça suffit avec vous. Si vous voulez que l'argent de vos impôts aille ailleurs, si vous souhaitez voir peindre en rouge la Renault Safrane des inspecteurs des Beaux-Arts et des directeurs de FRAC, dites à vos amis de regarder Campagnole TV, TVL. Merci.